Merci, Dr Khamfir. Voilà, donc on invite Dr Najnof. Non, d'accord, on va passer. Voilà, on invite Dr Meddeb Khadija, professeur agrégé en oncologie médicale à l'Institut Salh-Hazaïs, qui va nous parler des actualités en urologie, donc post-ESMO. Donc bonjour à tous et merci pour les personnes encore présentes en cette fin d'après-midi. Je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir associé à cette journée. Et donc j'ai le plaisir d'être parmi vous pour vous parler des actualités post-ESMO en urologie. Donc l'ESMO, c'est un congrès toujours aussi riche et c'est toujours une mission assez difficile de choisir les actualités à présenter. Donc j'ai choisi de vous parler du cancer de la prostate, ensuite du cancer du rein, pour finir avec le cancer de la vessie. Je commence par le cancer de la prostate au stade métastatique hormonosensible. De l'avis de tous les experts, et notamment d'Ursula Vogel, le congrès 2024 était un congrès magnifique pour les chercheurs dans le domaine du cancer de la prostate, parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés thérapeutiques, mais également beaucoup d'inspiration et d'initiatives pour la recherche clinique. Donc, je vais commencer par l'essai ARANOT, qui est un essai clinique de phase 3, ayant évalué l'efficacité et la sécurité du darolutamide associé à une déprivation androgénique chez les patients ayant un cancer de la prostate hormonosensible métastatique. Donc les patients étaient randomisés entre le darolutamide, plutôt entre castration plus darolutamide ou bien le placebo. Le critère d'évaluation principale était la survie sans progression radiologique et il s'agissait d'une revue centralisée, donc à l'aveugle. La survie globale était un objectif secondaire. Les caractéristiques des patients étaient balancées entre les deux groupes, avec une majorité de patients ayant un score de Gleason au moment du diagnostic supérieur ou égal à 8, dans à peu près 70% des cas, un taux médian de PSA autour de 21. Les patients étaient également majoritairement métastatiques de nouveau au diagnostic, et ils étaient également de haut volume tumoral d'environ 70% des cas. Donc si on s'intéresse à l'objectif principal qui était la survie sans progression radiologique, le darolutamide réduit le risque de progression radiologique aux 2 décès de 46%, et ceci de manière significative. C'est pour fêter le succès du darolutamide qui était impressionnant, avec une survie sans progression radiologique très importante. Donc le bénéfice était observé dans tous les sous-groupes. Au stade de l'analyse primaire, les données de survie globale étaient encore immatures. Si on regarde les chiffres de PSA, ils étaient inférieurs à 0,2 nanogrammes par millilitre à tout moment au cours du diagnostic dans 62,6% des cas dans le bras darolutamide versus 18,5% dans le bras placebo. Et le temps à progression du PSA était amélioré par le darolutamide. Le darolutamide était bien toléré, avec des effets indésirables liés au traitement qui avaient entraîné l'arrêt du traitement dans uniquement 6,1% des cas versus 9% avec le placebo. Donc finalement, ce darolutamide s'ajoute à l'arsenal thérapeutique dont on dispose déjà, avec l'abiraterone dans les études Latitude et Stampede, et également à l'enzalutamide et l'apalutamide. Il faut savoir que donc ce darolutamide n'était pas associé à la chimiothérapie, contrairement à l'enzalutamide et l'apalutamide. Donc, cet essai était positif sur son objectif primaire, et il vient dans les suites de l'essai ARASENS qui permettait d'utiliser le darolutamide en association au docétaxel, avec la castration bien sûr, chez les patients qui étaient de mauvais pronostic. Donc ça représente quand même une molécule assez importante, vu le profil de tolérance qui était intéressant pour une population potentiellement fragile, avec moins d'interactions médicamenteuses. Et on va quand même attendre les résultats de P6 Unfit chez des patients donc, dans une population particulièrement fragile. Le cancer de la prostate résistant à la castration, je n'en parle pas, le docteur Benkridis l'a déjà dit, juste pour vous dire que cet essai PIS-3 était practice changing, comme l'a dit docteur Wala Benkridis. Donc je passe à la deuxième partie, le cancer du rein métastatique, les nouveautés à partir de la deuxième ligne, l'essai niveau 2, et qui a testé la place d'une combinaison IO-TKI au-delà de la première ligne dans le cancer du rein métastatique. Ce qu'on sait déjà, c'est que les combinaisons double immunothérapie ou bien d'immunothérapie avec un inhibiteur de tyrosine kinase ont transformé la prise en charge des cancers du rein en métastatique,
On sait que 20 à 30% auront des réponses durables, mais au bout d'un certain temps, les patients vont échapper et donc vont nécessiter un traitement de deuxième ligne. C'est dans ce contexte qu'a vu le jour cette étude. Ce qu'on savait déjà, c'est que le cabozantinib avait été testé dans l'essai Contact 03 en association avec l'atezolizumab. C'était un essai négatif. Mais on attendait de voir est-ce que cette stratégie thérapeutique, finalement, de tester l'immunothérapie après l'avoir prescrite en première ligne, est-ce qu'il fallait enterrer cette stratégie thérapeutique ou aller creuser encore plus? Le tivozanib, c'est quoi? C'est un inhibiteur de tyrosine kinase qui est un inhibiteur sélectif du VEGF3 dont l'efficacité a été démontrée versus sorafenib dans l'essai TIVO3. On savait que ces patients étaient traités en troisième ligne et que 27% avaient déjà reçu de l'immunothérapie. Donc cet essai a testé le tivozanib en association avec le nivolumab versus un bras tivozanib, et il faut noter que la dose de tivozanib était diminuée dans le bras combiné pour éviter la toxicité. Donc un point à retenir parce que c'était un point de discussion dans cette étude. Cette étude était négative sur son objectif principal qui était la survie sans progression. Et vous noterez, vous remarquerez que 70% des patients ont eu de l'immunothérapie juste avant cette ligne. Donc finalement, cet essai a montré qu'il n'y avait pas de place à cette combinaison donc, de TKI immunothérapie chez des patients déjà pré-traités par immunothérapie. On sait qu'il y a quand même des réponses tumorales objectives dans à peu près 40% des cas. La survie sans progression médiane est certes de 10,8 mois, mais il ne s'agit pas d'une molécule qui était vraiment très importante, surtout qu'elle n'était pas disponible en France. C'était la discussion à la portée autour de ça. Et surtout, le dosage du tivozanib, justement, dans ce bras combiné qui était diminué, et peut-être que cet essai, si on avait utilisé une dose plus importante, peut-être qu'il aurait été positif. En tout cas, cette molécule ne trouve pas vraiment sa place, surtout qu'il y a eu d'autres molécules qui ont vu le jour, avec d'autres mécanismes d'action, notamment les inhibiteurs de IF, comme le belzutifan. Il y a eu cette étude avec le belzutifan, je ne vous parle pas de l'étude en détail, mais juste cette étude qui était positive en survie sans progression, mais qui n'avait pas d'impact malheureusement en survie globale, mais probablement dans le futur, cette molécule, donc cet inhibiteur de IF, va être exploré dans le futur et on va probablement voir d'autres combinaisons avec cette molécule. Donc, toujours dans le cancer du rein métastatique, mais pour un autre type histologique, les cancers du rein non à cellules claires. Donc, il y a eu les résultats de l'essai SONI-Forecast. C'est un essai prospectif randomisé de phase 2 qui comparait l'ipilimumab, nivolumab au traitement standard dans le cancer du rein non à cellules claires. Donc, le design de l'étude, c'était une double immunothérapie, donc niveau IPI 4 fois, suivi de niveau en maintenance versus standard of care. L'objectif primaire était le taux de survie global à 12 mois. Plusieurs sous-types histologiques ont été inclus, une population certes hétérogène, mais avec une majorité de carcinomes papillaires. Et cette étude était positive sur son critère de jugement principal, qui était, je vous rappelle, le taux de survie global à 12 mois. Mais par contre, ce bénéfice n'était pas maintenu dans le temps. Il n'y avait pas de différence en survie globale au-delà des 12 mois. Et il n'y avait pas également de bénéfice en PFS. Le meilleur taux de réponse avec l'association niveau IPI, donc vous le voyez surtout pour les carcinomes non papillaires, donc 37,7%, donc un taux de réponse qui était doublé, et un bénéfice donc plus marqué, particulièrement chez les chromophobes. Donc, chez ces carcinomes non à cellules claires métastatiques, qui représentent une population qui n'est pas très évaluée dans les essais thérapeutiques, l'association IPI-Nivo permet d'obtenir un meilleur taux de survie globale à 1 an, certes, mais ce bénéfice n'est pas maintenu dans le temps. Les toxicités étaient moindres dans le bras IPI-Nivo, et c'est vrai que les types histologiques étaient assez variés. C'était une population qui était hétérogène. Et il faut savoir aussi que dans le bras comparateur, la plupart des patients n'ont pas reçu de cabozantinib, qui est une option pertinente dans cette population de patients. Donc, probablement une étude, donc un bénéfice probable donc dans ce sous-type histologique. Donc je passe au carcinome urothélial avec une nouvelle stratégie thérapeutique avec cette étude Niagara.
une stratégie de traitement par chimiothérapie durvalumab, donc chimiothérapie immunothérapie, en périopératoire. Donc, c'est des patients cisplatine éligibles, des CT2, T4, N0 ou N1 non métastatiques, donc carcinome urothélial majoritaire, mais il y avait quelques variants histologiques qui étaient autorisés, avec une indication de cystectomie. Donc, les patients recevaient durvalumab, Gemzar cisplatine, versus Gemzar, un bras standard qui était Gemzar cisplatine, avec comme objectif primaire non seulement la réponse histologique complète, mais également la survie sans événement. Donc, caractéristiques des patients bien équilibrées entre les deux bras de traitement, vous le voyez, et vous le remarquerez, il y avait à peu près 20% des patients qui avaient une clairance entre 40 et 60 millilitres par minute, 73% des patients qui surexprimaient PDL1 et 15 patients qui avaient des variants histologiques associés au carcinome urothélial. Et on le voit, il y avait un bénéfice en survie sans événement, après un suivi qui était important, autour de 42,3 mois. Et je vous rappelle l'étude qui était importante, plus de 1000 patients, avec un P significatif. Bénéfice également en survie globale, avec une réduction du risque de décès de 25%, avec un P significatif. Le bénéfice était observé pour tous les sous-groupes, donc quel que soit le stade de T, mais on voit un peu plus de bénéfices pour les T3 et T4 plutôt que les T2. Bénéfice quel que soit le niveau d'expression de PDL1, bénéfice également en cas de variant histologique. Donc probablement un changement du standard thérapeutique. Si on regarde ce taux de réponse pathologique complète, il n'est pas vraiment impressionnant. Il est autour de 37,3% dans cette étude, alors que je vous rappelle que dans l'étude Vesper, avec le protocole MVAC, il était autour de 42%. Mais quand on voit que la survie sans événement également est importante et impactée, je pense que cette étude va changer les pratiques. Pardon. Si on regarde le profil de tolérance, il n'y avait pas de toxicité surajoutée, il s'agissait plutôt des effets indésirables liés à la chimiothérapie de type Gemzar cisplatine. Donc finalement, Niagara, c'est la première étude de phase 3 qui montrait un bénéfice en survie globale à l'adjonction d'une immunothérapie périopératoire en association avec la chimiothérapie néoadjuvante. Le bénéfice était observé dans tous les sous-groupes, mais il y avait une discussion autour de l'association de protocoles, donc Gemzar cisplatine, qui n'est pas vraiment le protocole le plus utilisé en France. Il s'agissait plutôt du MVAC qui est le standard avec ses taux de réponse justement impressionnants. Et il faut savoir aussi que les patients du bras contrôle n'avaient pas reçu d'immunothérapie adjuvante, donc le niveau du BAB, le PDL1 supérieur à 1%. Donc cette étude devrait probablement changer nos pratiques dans le futur. On va attendre encore l'étude NEMIO en cours avec l'association MVAC Immuno. Et je finis par cette étude, donc l'étude ambassadeur, donc, qui avait montré une actualisation des données de survie sans récidive pour le pembrolizumab en adjuvant pour les tumeurs vésicales infiltrant le muscle à haut risque de récidive. Donc je vous rappelle que l'étude Checkmate 274 avait valu son AMM au nivolumab en adjuvant, vu qu'elle était positive en survie sans récidive pour tous les patients, dès que le PDL1 était supérieur ou égal à 1%, ça lui a valu même son AMM et son remboursement en France. L'étude Invigor avec l'atezolizumab était négative sur son objectif principal qui était la survie sans récidive. Et donc l'étude ambassadeur a montré l'actualisation des résultats après 45 mois. Elle était positive sur la survie sans récidive. Le bénéfice était observé quel que soit le statut ganglionnaire N, quelle que soit la localisation entre bas et haut appareil urinaire, quel que soit également le statut PDL1. Donc, si on regarde donc, par rapport aux autres études, donc c'est l'étude qui a le plus de recul en suivi médian, donc 44 mois versus 36 mois avec l'étude de Checkmate, et à peu près un hazard ratio qui est similaire pour la survie sans récidive. Donc, le pembrolizumab en adjuvant après cystectomie pour les patients à haut risque de récidive confirme son bénéfice en RFS. Donc, après un suivi qui est assez conséquent, ce bénéfice s'observe pour tous les sous-groupes. Par contre, les données de survie globale sont encore immatures. On va attendre encore l'actualisation. Et un point important quand même à noter, c'est qu'il y avait un taux de retrait du consentement dans le bras observation de l'ordre de 34%,
avec des patients qui ont pu recevoir de l'immunothérapie ensuite, ce qui risque de grever un peu les résultats. Et voilà, donc je vous remercie et en attendant le prochain congrès. Merci beaucoup, Dr Medeb, pour votre excellente présentation, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Immunothérapie périopératoire, pas pour le moment, donc on est d'accord. Il y a plein d'essais qui sont en cours. Il y a même des essais avec enfortumab vedotin en périopératoire. C'est quand même une belle étude avec un beau design. C'est 500 patients pour chaque bras, c'est quand même assez important. Oui. Elle est assez bien faite, mais on va encore temporiser aussi. Parfaitement. Merci beaucoup, Dr Medeb. Est-ce qu'il y a des questions?